Il pensait qu'il était seulement en train de réparer un sol fissuré. Mais quand le béton glissa et révéla un escalier en colimaçon qui descendait dans l'abîme, Nolan Whitford sut que la vie était sur le point de changer avec son berger allemand. Zeus, qui montrait le chemin dans l'obscurité effrayante, le faisceau de la lampe de poche de Nolan révéla l'impossible. Pas un bunker, mais un avion de chasse P-51. Mustang brillant, immaculé, et puis un autre et un autre. Un vétéran dont le besoin venait d'entrer dans un coffre-fort souterrain secret, gardant une force aérienne de 100 millions de dollars. Et l'esprit qu'il y a laissé avait une dernière mission impossible. S'il vous plaît, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne. Le vieux pick-up Chevrolet se déplaçait comme un fantôme gris à travers le crépuscule. Son moteur produisait une toux rythmique, un son de protestation fatigué contre l'air froid, du Montanais derrière le volant. C'était Nolan Whitford, un homme dont le visage semblait avoir été sculpté dans la même roche patinée que les montagnes qui les entouraient, ses yeux fixés sur l'asphalte fissuré de la route à deux voies. Un profond silence régnait sur le siège passager. Un grand berger allemand nommé Zeus était assis parfaitement droit. Son pelage était un noble mélange de gris et de blanc. Son museau épais avec une barbe négligée qui trahissait son âge. Il ne regardait pas le paysage qui défilait. Il regardait seulement Nolan. Il roulait vers Silver Creek, une petite ville que Nolan avait trouvée en parcourant une carte en papier avec son doigt jusqu'à ce qu'il trouve un endroit qui semblait le plus oublié. Il aspirait à la solitude non pas comme un luxe, mais comme une nécessité, comme un noyé. Aspire à l'air, le camion cahotait sur des rails de chemin de fer abandonnés qui marquaient la limite de la petite ville, Silver Creek, n'était pas une ville mourante. C'était une ville qui avait déjà disparu. Main Street était une gorge de façades de briques vides et les panneaux, Mercantile Pharmacy Hotel, étaient des fantômes pâles peints sur du bois. Leurs promesses effacées par des décennies de soleil et de neige, c'était parfait. Un endroit sans attente. Un endroit où un homme et son chien pouvaient disparaître. Nolan conduisit vers sa destination, l'atelier Hawthorne. Il était au bout d'une rue de gravier, un grand bâtiment de métal ondulé qui s'affaissait au milieu. Il semblait avoir été abandonné, il y a des années. Un vieil homme attendait sur la véranda du petit bureau. Il était mince comme un poteau et portait une salopette en jean malgré le froid. C'était M. Preston, l'homme avec qui Nolan avait parlé une fois, via une ligne téléphonique grésillante. Nolan sortit de la cabine, ses chaussures de travail crissaient sur le gravier. Il resserra le col de sa vieille veste en cuir marron, sous une chemise en flanelle à carreaux rouges et bleus. C'était sa seule défense contre la nuit d'avenir. Tu as réussi. Preston dit que ce n'était pas une question. Je suis ici. Nolan répondit d'une voix rauque de ne pas avoir été utilisé. Zeus sauta du camion, ses pattes atterrirent doucement. Il se déplaçait avec la légère raideur de l'âge. Son regard balaya immédiatement le périmètre avant de se tenir silencieusement à côté de Nolan. Preston hocha la tête vers le chien. Il a l'air de comprendre les choses. C'est le cas, Nolan dit. Preston plissa les yeux vers l'énorme hangar rouillé. Elle n'avait pas l'air de voir, mais le prix était bon. Comme tu sais, Nolan avait payé en espèces. Un petit héritage transféré directement. C'était un prix dérisoire car le terrain était considéré comme inutile. Le bâtiment était un fardeau. Elle fera l'affaire. Nolan dit qu'elle calculait déjà la quantité de travail nécessaire pour réparer le toit avant les premières fortes chutes de neige. Eh bien, les clés sont à l'intérieur, Preston dit en désignant la porte du bureau. Il s'arrêta un instant et mit ses mains dans ses poches. Tu dois savoir que cet endroit a une histoire étrange, l'homme qui l'a construit. Le colonel Hawthorne, il était particulier. Nolan attendit. Il était un vieil homme de l'armée de l'air à voler dans les grandes guerres. Est devenu étrange dans ces dernières années, est devenu obsédé par la guerre froide. Il a construit cet atelier sur l'original bunker de la ville pour la défense civile des années 50 appuyé et a tapé du pied sur une dalle de béton près des fondations. Tout ce fondement est une boîte renforcée. Hawthorne disait aux gens qu'ils pouvaient survivre à la fin du monde. Là-bas, il était un excentrique.
J'ai juste pensé que vous devriez savoir pourquoi les planchers sont si épais. Un bunker Nolan répéta le mot qui avait un goût de fer dans sa bouche, juste une tradition locale. Preston haussa les épaules. Il était un ermite. Et mort ici, disait-il. De toute façon, l'endroit est à vous maintenant. Bonne chance, le vieil homme marcha vers son camion et s'éloigna, laissant Nolan et Zeus seuls dans le silence vaste et grandissant de Silver Creek. Le soleil disparut et la température chuta, le vent avait des dents à l'intérieur. L'atelier était vide et sentait la poussière, la rouille et la vieille huile. Nolan trouva une boîte à fusibles et réussit à faire fonctionner une seule ampoule suspendue qui projetait un faible cercle jaune dans l'obscurité. Il faisait trop froid pour évaluer le bâtiment. Cette nuit-là, lui et Zeus dormiraient dans le petit bureau. Nolan déroula son sac de couchage sur un lit de camp en métal, laissant le cliquetis aigu qui résonnait dans la petite pièce. Il mangea une ration froide en conserve tandis que Zeus mastiquait ses croquettes dans une gamelle en acier. Nolan vérifia la porte pour s'assurer qu'elle était verrouillée. Il s'assit sur le bord du lit de camp, ses mains jointes, et il avait un trou entre ses genoux. Attendant dehors, le vent commença à bouger, produisant un sifflement aigu et mince. Alors qu'il trouvait les fissures dans la peau métallique du bâtiment, Nolan se pencha en arrière et tira le sac de couchage jusqu'à son menton. Il fixa le plafond, sa respiration superficielle. Zeus sauta sur le lit de camp, une violation du protocole, mais une que Nolan autorisait. Maintenant, le chien tourna une fois et s'allongea lourdement contre le dos de Nolan, une présence chaude et solide. Nolan ferma les yeux. Le sommeil ne vint pas doucement. Il l'entraîna sous le bruit du vent du Montana qui pressait contre la vitre, commença à changer. Il devint plus profond et prit un bruit de cognement rythmique. L'odeur de poussière froide dans le bureau devint plus nette, devenant l'odeur âcre de fumée et de carburant brûlé. Nolan n'était plus au Montana. Il était de retour dans la chaleur. L'air épais et hurlant, le cognement était le son des pales de rotor. Le battement dans l'air, un son si fort qu'il vibrait dans ses os. Il était paralysé. Il pouvait entendre des cris, mais il ne pouvait pas bouger. L'air était trop lumineux. La pression sur sa poitrine, il était immense. Un poids physique le pressait. Il haletait. Mais seule la poussière chaude remplissait ses poumons. Il était coincé sur le lit de camp. La respiration de Nolan était devenue plus rapide. Une série d'inspirations courtes et désespérées. Il commença à tordre ses mains, serrant fermement le sac de couchage. Un doux son s'échappa de sa gorge, un son de terreur profonde. Zeus, qui avait dormi, leva immédiatement la tête, ses oreilles tournant. Il n'aboyait pas, il ne gémissait pas. Il reconnaissait les signes. Le chien se leva, se retourna et monta directement sur la poitrine de Nolan. Il était un chien de 40 kilos et il plaça ses pattes avant délibérément sur les épaules de Nolan, son arrière-train plus lourd reposant sur les jambes de Nolan. Il mit tout son poids. Ce n'était pas un acte de réconfort. C'était un acte de devoir dans le cauchemar. La pression sur la poitrine de Nolan augmenta, mais cette pression était différente. Ce n'était pas le poids écrasant de l'air. C'était solide, c'était chaud, cela avait un battement de cœur. Les yeux de Nolan s'ouvrirent en grand. Il ne vit rien d'autre que le plafond noir d'encre du bureau. Le bruit des pales de rotor disparut, remplacé par le sifflement fin et solitaire du vent. L'odeur de carburant s'estompa, ne laissant que l'odeur de vieille poussière froide. Il tremblait violemment. Son corps était trempé de sueur malgré l'air glacial. Zeus ne bougea pas. Il resta sur la poitrine de Nolan, une encre vivante le maintenant au présent sur le lit froid dans l'atelier désert. Nolan sentit le battement de cœur lourd et constant du chien contre le sien. « D'accord, » Nolan murmura sa voix craquant. « D'accord, mon garçon. » Il posa une main tremblante sur le collier épais du chien. Zeus se pencha et laissa échapper une expiration basse et silencieuse. « Je suis ici, Nolan. » Dit bien qu'il ne sut pas s'il parlait au chien ou à lui-même. Il fixa l'obscurité. Le cauchemar recula, mais ne s'estompa pas. Le laissant échouer et éveillé. Le lien était scellé. Ce n'était pas un homme et son animal de compagnie,
C'était un homme et sa bouée de sauvetage, et ils venaient de prendre possession de leur nouvelle maison froide et hantée. La première lumière du matin révéla le véritable état de l'atelier Hawthorne. Il n'était pas seulement vieux, il était vaincu. L'ampoule faible de la nuit précédente avait caché l'étendue de la décomposition, maintenant dans la fine brume grise d'une aube du Montana. Nolan vit la rouille qui rampait le long des murs et les restes squelettiques de projets oubliés qui parsemaient les coins. Il avait dormi dans ses vêtements, le sac de couchage fermé. Zeus était déjà à la porte du bureau et sa queue donnant un seul coup impatient. « Je sais, mon garçon », Nolan marmonna sa voix. Un râle-rauque du travail à faire, il se leva et étira ses articulations, faisant des bruits de craquements aigus dans le froid. La priorité était la survie. L'hiver était là. Pas une saison douce, c'était un adversaire. L'atelier dans son état actuel ne survivrait pas aux premières fortes chutes de neige. Les pensées de Nolan qui étaient inactives étaient un endroit dangereux. Il jouait des sons, des images et l'odeur de sable brûlant. Le travail était le seul anesthésique qui fonctionnait. Il devait être fatigué, non seulement physiquement, mais épuisé jusqu'aux os. Il tira sa veste en cuir marron sur sa chemise en flanelle et entra dans le hangar principal. L'air était glacial, son souffle jaillissait devant son visage. Zeus resta près de lui, ses pattes tapant silencieusement sur le béton taché d'huile. La première tâche de Nolan était le toit. Il trouva un échafaudage roulant et le poussa en place. Les roues métalliques gémirent bruyamment dans le silence creux pendant des heures. Il travailla grimpant dans les fermes d'acier pour réparer les plus grands trous dans le métal ondulé. Ses mains gantées devinrent engourdies vers le milieu de la matinée. Il travaillait en rythme, l'effort physique concentrait ses pensées. Mesurer, couper, sceller, mesurer, couper, sceller. Il retira la lourde veste en cuir et la jeta sur un établi. Il enleva la chemise en flanelle, le laissant ensuite dans le simple t-shirt gris qu'il avait porté pour dormir. Il faisait encore froid, mais le travail générait sa propre chaleur. La sueur commença à humidifier le dos de la chemise. Le tissu collait à ses épaules. Il était un homme possédé par la simple force purificatrice du travail. Zeus regardait tout. Il était l'ombre de Nolan, un observateur silencieux du rituel quand Nolan déplaça l'échafaudage. Zeus bougea avec lui quand Nolan s'arrêta pour boire de l'eau. Zeus lécha dans sa gamelle en acier. Il était une présence constante et rassurante. Mais à mesure que la journée avançait, le comportement de Zeus commença à changer cela. Comment ça, soudainement, Nolan était au rez-de-chaussée, triant une pile de bois pourri. Quand il réalisa que Zeus n'était plus derrière lui, il regarda par-dessus son épaule, le chien se tenait à 20 mètres près du mur arrière du magasin, reniflant attentivement au coin où le petit bureau rejoignait le bâtiment principal. « Zeus, viens !» Nolan appela. Zeus l'ignora, son nez pressé contre le mur. Nolan soupira et retourna travailler. Il faisait confiance à Zeus implicitement. Le chien sentait probablement où des souris ou des ratons laveurs avaient niché 1 heure plus tard. Nolan regarda à nouveau. Zeus n'avait pas bougé. Il était maintenant assis, mais fixait attentivement le mur. C'était une vieille section laide dominée par une cheminée en fonte qui avait été grossièrement murée. Le mortier était bâclé comme si cela avait été fait à la hâte par quelqu'un qui ne se souciait pas de l'apparence. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon? » Nolan marcha vers Zeus, le regarda, laissa échapper une faible rafale de vent, puis pressa son nez contre l'endroit. Nolan passa sa main sur les pierres. Elles étaient froides comme de la glace. Il ne vit rien. C'est juste un mur Z, il se remit au travail, mais il y avait un petit fil d'inconfort tiré le lendemain. Le même schéma se répéta. Nolan travaillait à isoler les énormes portes de garage, luttant avec des panneaux de fibres de verre. Zeus, cependant, ignora sa place habituelle près de l'établi et alla directement à la cheminée murée. Il posa son menton sur ses pattes et la regarda. Il ne dormait pas, il regardait. « Tu me rends nerveux », Nolan dit, sa voix résonnait. Cette nuit-là, le sommeil était léger. Le vent dehors avait une limite plus nette et il semblait trouver chaque nouvelle tâche que Nolan avait faite. Le 3e jour, l'incident se produisit. Nolan essayait de remplacer une vitre cassée, ses doigts maladroits dans le froid.
Sa patience s'épuisait. Le t-shirt gris était raide de saleté et de sueur, mais il continuait à travailler. Un nouveau son vint du coin du magasin. Ce n'était pas un aboiement ou un gémissement. C'était un grognement bas et guttural. Un grognement si profond qu'il semblait faire vibrer l'air. Nolan se figea. Zeus ne grognait ainsi qu'en présence d'une menace claire. Zeus calme. Nolan ordonna d'une voix sèche. Le grognement cessa, mais il fut remplacé par un autre son. C'était le son aigu et raclant de griffes sur la pierre. Nolan jeta ses outils. J'ai dit stop, il marcha vers Zeus. Il se tenait debout, son corps raide, ses pattes avant creusant dans le sol, exactement là où la cheminée en briques rejoignait le béton. Il ne grattait pas frénétiquement. C'était une action délibérée et ciblée visant un endroit spécifique, qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Nolan dit en attrapant le collier du chien. Zeus résista à l'attraction et posa ses pieds. Il leva les yeux vers Nolan, ses yeux intelligents, grands ouverts avec un message urgent. Nolan ne pouvait pas le comprendre, puis le chien inclina la tête avec emphase et gratta 2 fois de plus. Ce n'était pas un comportement aléatoire, c'était de la communication. D'accord, dit Nolan doucement. Il lâcha le collier. D'accord, montre-moi. Il s'agenouilla ses genoux protestants sur le béton froid. Il regarda l'endroit que Zeus avait indiqué. C'était là où le mortier bâclé de la cheminée rejoignait la dalle de fondation. Là, presque invisible à l'œil nu, était une fissure capillaire dans le sol en béton. Cela ne ressemblait à rien. Juste une des milliers d'imperfections du vieux bâtiment. Nolan poussa doucement Zeus sur le côté. « Laisse-moi regarder. » Il se pencha en avant, son visage à quelques centimètres du sol. Il le sentit immédiatement, un faible courant d'air froid, un filet d'air qui poussait d'en dessous. Nolan sortit un multitool de sa poche de pantalon et en sortit le tournevis. Il inséra la pointe dans la fissure capillaire et gratta des décennies de saleté. La fissure était maintenant propre. Une ligne sombre et mince, il pencha à nouveau la tête et inhala l'odeur. Le frappa comme un coup physique, c'était immédiatement âcre et totalement impossible. Ce n'était pas l'odeur de souris ou de décomposition, c'était l'odeur d'une machine en hibernation. Son esprit, entraîné par des années de service militaire, catalogua immédiatement les odeurs d'abord, la morsure chimique douce et aiguë du carburant d'avion, pas de l'essence moderne, mais de l'avgas à indice d'octane élevé en dessous, était l'odeur lourde et cireuse de cosmoline, un anti-rouille, et enfin l'odeur sombre et moisie de vieille huile moteur et de vieux cuir. C'était la sainte trinité de la conservation. À long terme, Nolan se laissa tomber sur le sol, son cœur battant contre ses côtes. Il fixa la fissure puis la cheminée grossièrement murée. Ces odeurs ne pouvaient pas être ici. Elles étaient volatiles, elles auraient dû s'évaporer. Il y a 30 ans qu'elles soient si fortes et claires signifiait qu'elles provenaient d'une source scellée, une source proche. Il se souvint des mots de M. Preston. Il a construit cet atelier au-dessus du bunker original de la ville. La défense civile. Nolan regarda Zeus. Le chien était immobile, sa respiration calme, sa queue frappant lentement, et avec contentement le béton sa tâche était accomplie. Nolan regarda de nouveau le mur. Le courant d'air froid continuait de s'infiltrer dans la pièce, apportant avec lui l'odeur impossible du passé. Le bunker n'était pas seulement une légende locale, il était réel. Il était là et il n'était pas vide. Nolan resta un long moment à genoux, le froid du béton s'infiltrant dans son jean. L'odeur s'élevant de la fissure n'était pas un souvenir, mais un fait. C'était l'odeur de l'histoire préservée qui attendait. Zeus était assis patiemment. Sa respiration était insouciante. Il avait fait sa part. Le mystère était maintenant entre les mains de Nolan. Nolan se leva, ses pensées passant à une autre vitesse. La terreur et l'épuisement de la nuit se retirant, remplacés par l'énergie concentrée d'un solutionneur de problèmes, il était mécanicien de métier, un soldat de formation. Il comprenait comment les choses étaient assemblées et il comprenait comment elles étaient cachées. Il regarda la cheminée murée. Elle était bâclée, laide et évidente. C'était un leurre, non? Nolan marmonna à lui-même Hawthorne ne serait pas si simple, mais il devait en être sûr.
Il alla à son camion et revint avec un lourd marteau de forgeron et un long pied de biche en acier. Il mit des lunettes de sécurité, recula et frappa avec le marteau. Le son de l'impact fut aigu et fort résonnant à travers le hangar vide. Alors que le vieux mortier s'écrasait, Nolan travailla méthodiquement, non pas avec colère, mais avec un but démolissant le mur pierre par pierre. Zeus regarda à bonne distance, sa tête penchée derrière les pierres. Comme Nolan l'avait soupçonné, ce n'était rien, juste un mur de béton solide, coulé épais et renforcé avec des armatures en acier. La cheminée était une impasse, une fausse piste. Nolan laissa tomber le marteau. Il respirait lourdement son t-shirt gris humide de froid. Il regarda Zeus qui regardait toujours le sol. « Mon garçon, tu avais raison depuis le début. » Il retourna à la fissure capillaire. C'était la seule trace. Il s'agenouilla à nouveau et gratta la saleté avec la pointe du pied de biche. La fissure était trop droite et menait directement à un cercle en fonte ronde qui affleurait le béton. Cela ressemblait à un couvercle de drain standard d'environ 30 cm de diamètre. C'était aussi un mensonge. Il n'y avait pas de canalisation d'eau dans cette partie de l'atelier. Nolan inséra l'extrémité pointue du pied de biche dans le petit espace entre le fer et le béton. Il mit tout son poids sur la barre, le métal protesta, d'un cri aigu et raclant. Mais il ne bougea pas. Il était rouillé par le temps scellé. « Non, tu ne feras pas. » Nolan grogna. Il repositionna la barre, trouva une meilleure prise et jeta tout son corps dans l'effort. Avec un coup soudain et choquant, le scellage se rompit. Le couvercle se souleva. Nolan jeta le pied de biche sur le côté et arracha le lourd couvercle en fer. Il éclaira le trou avec sa lampe de poche. Ce n'était pas un drain. C'était un puits d'accès sec recouvert de béton d'environ 90 cm de profondeur. Et sur son côté, caché sous le sol, était le véritable mécanisme. C'était une vanne rotative en fonte de couleur rouge vif, exactement formée. Comme la roue d'une trappe de sous-marin, à côté se trouvait une longue et lourde poignée en acier, actuellement verrouillée en position haute. « Eh bien !» Colonel Nolan murmura sa voix remplie d'un étrange respect. « Vous ne vouliez vraiment pas de visiteurs. C'était de qualité militaire de l'ère de la guerre froide. C'était un système conçu pour être scellé. » Nolan descendit dans la fosse peu profonde et posa ses deux mains sur la roue rouge. Elle était gelée. Il se cala les pieds contre le béton et tira rien. Cela semblait soudé au mur. Il avait besoin de levier. Il sortit et attrapa un tuyau d'acier, long hollow de l'échafaudage qu'il avait utilisé sur le toit. Il redescendit. Il glissa le tuyau sur un des rayons de la roue, créant une sorte de fausse barre. Il inspira profondément et poussa sur le tuyau avec une force constante et contrôlée. Pendant une seconde, le tuyau d'acier se plia. Un claquement métallique aigu retentit profondément dans le mur, alors que les filets de vis se brisaient. La roue tourna d'1 centimètre seulement, accompagné du bruit grinçant de métal sec sur métal. Nolan repositionna le tuyau et poussa encore et encore. C'était un travail brutal et lourd. Chaque tour était un combat. Il ouvrait une vanne, peut-être un sas ou une soupape de pression. Après 10 minutes, ses épaules brûlaient et la sueur coulait de son front. Elle se figeait. Quand la roue atteignit le sol, la roue ne tournait plus. Elle était maintenant complètement ouverte, la poignée. Il posa ses mains gantées sur la barre d'acier et tira. Elle était à libération hydraulique et elle bougea avec une facilité surprenante. Elle s'enfonça en position avec un profond soupir hydraulique qui semblait venir de sous le sol lui-même. Nolan sortit de la fosse et fit rapidement un pas en arrière, tirant Zeus avec lui en arrière. Mon garçon, il se tenait au milieu de l'atelier, son cœur battait. Il fixa le mur de la cheminée, le faisceau de sa lampe de poche dirigé vers le sol. Pendant 30 secondes complètes, rien ne se passa, puis cela commença un gémissement bas, et grinçant un son si profond qu'il était plus ressenti qu'entendu. C'était le son d'un poids immense qui commençait à bouger. Nolan regarda sa respiration en retenant toute la section du sol en béton dans le coin. Un carré parfait de 3 mètres sur 3 commença à glisser. Il se déplaça horizontalement, disparaissant millimètre par millimètre sous le plancher principal de l'atelier.
Un système de contrepoids brillamment caché. Le colonel Hawthorne avait construit une véritable porte secrète. Le mouvement était lent, horriblement lent, mais il était régulier. Après 2 minutes, la dalle avait complètement disparu. Là où il y avait eu le béton et la fausse cheminée, il y avait maintenant seulement un carré d'obscurité parfaite absolue. L'odeur qui s'élevait du trou était accablante. L'odeur concentrée d'huile de cuir et de thym conservé se précipita vers eux froide et puissante. Pour les rencontrer, Nolan s'avança, ses bottes s'arrêtant au bord. Il éclaira avec sa lampe de poche. Ce n'était pas une pièce, c'était un étroit escalier en colimaçon en acier. Le faisceau de sa lampe de poche plongea vers le bas et fut englouti par l'obscurité. Il n'atteignit pas le fond. Nolan sentit son estomac se contracter. L'air dans ses poumons devint mince. C'était un bunker, un espace confiné, un trou dans ce sol, sa peau devint froide. Les murs de l'atelier, bien qu'à 30 mètres de distance, lui semblaient soudain trop proches. Il pouvait sentir le poids écrasant de la terre au-dessus le plafond invisible en dessous. Ses pensées flashèrent vers un autre trou, un autre temps, un endroit de sable et de cris. Il recula involontairement. Il ne pouvait pas descendre là-bas. C'était une tombe. Il regarda Zeus. Le chien ne montrait aucune peur. Zeus se tenait au bord de l'abîme, son corps raide, sa tête haute, ses poils se hérissaient. Non pas de peur, mais d'une alerte professionnelle aiguë. Il était en garde. Zeus renifla l'air qui montait de l'obscurité. Il laissa échapper un léger gémissement. Non pas de peur, mais d'une intense curiosité. Il regarda Nolan, ses yeux clairs et déterminés. « C'est le chemin. » Puis Zeus monta la première marche, ses griffes faisant un petit bruit clair de tink-tink. Sur l'acier perforé, il fit un autre pas vers le bas, puis s'arrêta et regarda Nolan à nouveau. Le courage silencieux du chien était un reproche à sa propre peur. Nolan regarda le trou noir, et puis son partenaire qui l'attendait. Il ne laisserait pas Zeus descendre seul, d'accord? Nolan dit d'une voix douce. Il remonta le col de sa veste en cuir marron. L'air en bas était glacial. Il ralluma la lampe de poche. Il posa un instant sa main sur la tête de Zeus, un contrat tacite. « D'accord, mon garçon. Montre-moi le chemin. Je suis juste derrière toi. » Nolan posa sa botte sur la première marche, Zeus descendit marche après marche. Ils quittèrent la faible lumière grise de l'atelier et descendirent dans l'obscurité froide et mécanique. Le carré de lumière au-dessus d'eux devint plus petit, jusqu'à ce que finalement la porte coulissante au-dessus d'eux se referme, les emprisonnant dans l'obscurité totale. Seulement éclairé par le seul faisceau de la lampe de poche de Nolan, l'escalier en colimaçon était un tube d'acier étroit descendant dans la terre. Le faisceau de la lampe de poche de Nolan coupait un petit cercle rebondissant dans l'obscurité oppressante, n'éclairant que la marche juste devant lui. Au-dessus de lui, la lourde porte en béton était scellée d'un dernier son définitif. Le cœur de Nolan battait contre ses côtes. L'air était froid et raréfié, et portait la lourde odeur métallique. Il sentait la fissure. Il lutta contre l'envie primitive de lever les yeux et de remonter vers le carré de lumière grise qui n'était plus là. Ses poumons se sentaient serrés. C'était un tombeau Zeus, cependant bougeait avec détermination. Ses griffes produisaient un tic-tac régulier et rythmé sur les marches d'acier, un son sur lequel Nolan se concentra. Tink, 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 c'était la seule chose dans l'obscurité qui semblait réelle. « Je suis juste derrière toi, mon garçon », Nolan murmura, sa voix semblait anormalement forte. Ils descendirent 50, 60, peut-être 70 marches. La main de Nolan agrippant la rampe glaciale était engourdie, juste au moment où il pensait que l'escalier durerait éternellement. Zeus descendit de la dernière marche, et sur un sol solide, ses griffes furent soudain silencieuses. Nolan le rejoignit et sortit de l'acier sur du béton lisse et plat. Il était à l'intérieur, il projeta le faisceau de la lampe de poche vers l'avant. La lumière ne toucha aucun mur. Le faisceau jaillit et voyagea à travers un immense espace ouvert et fut englouti par l'obscurité. C'était comme éclairer le ciel nocturne sans lune. Avec une lampe de poche, la claustrophobie de Nolan disparut, remplacée par une soudaine et vertigineuse agoraphobie.
L'espace était immense. Il fit quelques pas en avant. L'air était froid, mais aussi parfaitement sec. Il n'y avait pas d'humidité, pas d'odeur, de moisie, de pourriture. Ce n'était pas un bunker. C'était un coffre-fort. Il balança la lumière en un large arc et il les vit. Elles étaient alignées en rangées nettes et ordonnées comme une armée endormie d'énormes formes enveloppées de lourdes bâches en toile sur mesure des dizaines d'entre elles. Certaines étaient aussi grandes que de petits camions, d'autres aussi grandes que des maisons. L'esprit de Nolan, concentré sur l'utilité et la survie, ne pouvait pas en saisir l'ampleur. Il s'avança, Zeus trottinant silencieusement à côté de lui, le chien tenait sa tête haute, reniflant l'air étrange et stérile. Nolan s'arrêta à la forme la plus proche. Elle était longue et élancée. Il tendit une main tremblante, ses doigts vêtus de gants de cuir usés, et toucha la toile. Elle était épaisse, rigide et recouverte d'une fine couche de poussière. Il trouva une couture et tira sur la lourde toile. Elle lui résista un instant, puis glissa en arrière, avec un doux bruit de glissement. Le faisceau de sa lampe de poche frappa de l'aluminium poli riveté. La respiration de Nolan se coupa dans sa gorge, sa lumière suivit la courbe élégante et mortelle d'un fuselage. Il se dirigea vers le cockpit et trouva le dôme parfait en forme de bulle. Le verre brillait. Il fit avancer la lumière, éclairant les 4 pales de l'hélice qui étaient toujours recouvertes d'une fine couche de graisse protectrice. « Non, murmura-t-il, ce n'était pas possible. C'était un P-51 Mustang, pas un modèle, pas une réplique. C'était la vraie chose, conservée dans un état impeccable. » Il remarqua que les ailes étaient détachées et reposaient sur des chariots d'acier fabriqués sur mesure, juste à côté du fuselage, pour tenir dans l'espace. Il trébucha en arrière et laissa tomber la bâche. Il se sentait léger. Le choc affaiblissait ses genoux. Il passa à la forme suivante, celle-ci avec un profil différent, plus arrondi. Il retira la housse. Les ailes elliptiques étaient indéniablement un Spitfire. La peinture de camouflage était terne sous la poussière, mais semblait par ailleurs parfaite. Nolan courait maintenant. Le faisceau de sa lampe de poche taillait sauvagement l'obscurité. Il retira une autre bâche et encore une autre. Il trouva une rangée d'énormes caisses en bois avec des marques militaires des années 50. Il attrapa le pied de biche qu'il avait glissé dans sa ceinture et en ouvrit une. Le bruit aigu et grinçant des clous arrachés au vieux bois était violent dans le silence profond de l'intérieur. Dans la paille et le papier ciré se trouvait non pas un avion, mais un moteur. Une toute nouvelle caisse, un nouveau moteur Rolls-Royce Merlin, du même type que le Mustang et le Spitfire. Nolan s'assit lourdement sur le sol en béton. Il mit sa tête dans ses mains. Sa lampe de poche pointait inutilement vers le sol. Ce n'était pas une collection, c'était une obsession. C'était une vie de dévouement fanatique impossible. Zeus lui donna un coup de coude, le ramenant. Comment Zeus Nolan demanda sa voix tremblante. Comment il avait fait cela, son esprit mécanique, son esprit de soldat s'affolait l'escalier. En colimaçon était à peine assez large pour un homme et un chien. Comment le colonel Hawthorne avait-il fait descendre ici des avions et des moteurs de plusieurs tonnes? Il se leva. Il devait savoir, il quitta les rangées d'avions bâchés et marcha vers l'extrémité du hangar, la partie que le faisceau de sa lampe de poche n'avait pas pu atteindre. Zeus resta près de lui, sentant l'agitation de son propriétaire. Il marcha longtemps. Le bruit de ses bottes était le seul écho. Finalement, le faisceau atteignit le mur du fond. Il était fait d'acier ondulé, et au centre de celui-ci, Nolan vit le contour. C'était un monte-charge, un énorme monte-charge d'au moins 12 mètres de large et 6 mètres de haut, plus que capable de faire descendre un camion ou un avion de chasse démonté dans la terre. Il s'approcha, il était scellé, il passa sa main le long de la couture. Il n'était pas seulement verrouillé, il était soudé d'épaisses et lourdes perles d'acier fondues liant la porte au cadre de l'intérieur. Roland dirigea sa lumière vers le plafond au-dessus du monte-charge. Ce n'était pas du béton comme le reste du hangar. C'était une dalle d'acier massive qui était également soudée. La réalisation frappa Nolan avec la force d'un coup physique, c'était l'entrée principale.
Hawthorne avait passé des décennies à amener sa collection ici, pièce par pièce, et quand la dernière pièce était en place, il avait scellé le coffre-fort. Il avait soudé la porte de l'intérieur, ne laissant que le petit escalier en colimaçon caché comme son entrée, et sortie secrète. Puis Nolan réalisa qu'il avait dû enterrer l'entrée en surface, sous des tonnes de terre et de gravier, pour la camoufler et l'effacer du monde. Il avait créé une parfaite pyramide moderne. Nolan se détourna de la porte scellée dans le coin éloigné près du monte-charge. Il vit un simple bureau et une chaise en acier. Une seule lampe de banquier verte se tenait dessus à côté d'un téléphone à cadran noir avec un cordon coupé, et à côté de la lampe se trouvait un épais grand livre en cuir. Les gants de Nolan laissèrent des traces dans la poussière alors qu'il ouvrait le rabat. La première page est écrite à l'encre claire et élégante, mentionnant le 14 octobre 1955, achat d'un bunker de défense civile fédérale excédentaire Silver Creek MT. Il tourna la page, mentionnant le 2 juin 1963, acquisition d'un P51C Mustang numéro de série 42, pénalité 3 à 9, transporté de Davis Mountain AFB. État juste, il tourna la page à nouveau, mentionnant le 11 novembre 1971, acquisition d'un Supermarine Spitfire, M&K, 9 numéros de série MH434, sauvé d'une ferme française. Mauvais état réparable. Page après page décrivait une vie d'acquisition, 40 ans d'histoire de l'aviation sauvée des décharges des déserts étrangers et des hangars oubliés. Nolan feuilleta jusqu'à la dernière page, c'était un simple résumé. Manuscrit, une liste de 34 avions et de centaines de pièces de rechange en dessous. Une seule ligne écrite d'une main légèrement tremblante. Valeur assurée, estimée, finale, 100 000 dollars. La lampe de poche tremblait dans la main de Nolan. Il s'assit lourdement sur la froide chaise d'acier et le bruit grinçant des pieds de la chaise sur le béton était choquant. Le seul son qu'il avait fait, 100 millions de dollars. Il était assis dans une tombe de 100 millions de dollars cachée sous un atelier qu'il avait acheté pour quelques centimes. Nolan Whitford, un homme qui ne possédait rien d'autre qu'un camion en panne, et un chien fidèle posa sa tête dans ses mains. Le poids de la découverte était plus lourd que les tonnes de terre au-dessus de lui. Zeus, sentant le changement, pressa son nez froid et humide de manière persistante contre le bras de Nolan. Une encre dans l'obscurité silencieuse et impossible. Le chiffre sur la page semblait trembler dans le faisceau de la lampe de poche de Nolan. 100 000 millions de dollars. C'était un chiffre si grand qu'il était dénué de sens. Une abstraction de zéro que son esprit, habitué à calculer le coût de la nourriture pour chiens et de l'essence, ne pouvait pas traiter. Il était assis, figé, dans la chaise en acier du colonel. Le froid du métal s'infiltrait à travers son jean et sa chemise en flanelle rouge et bleue. Zeus, sentant la paralysie de son maître, pressa sa lourde tête fermement sur le genou de Nolan. Le simple poids chaud était d'une encre. « C'est juste un chiffre. » Nolan murmura. Sa voix était rauque. Son regard glissa du grand livre, l'inventaire froid et dur, vers le seul autre objet sur le bureau. C'était un autre livre, plus petit et relié. Non pas du cuir neuf, mais une vieille étoile craquelée qui semblait avoir traversé une guerre. C'était un carnet de bord. Il tendit la main. Ses doigts gantés laissèrent des taches propres dans la poussière. Il ouvrit la couverture. La première page n'était pas un inventaire, c'était un manifeste. L'encre était d'un bleu profond et fané. L'écriture était une écriture cursive élégante et forte d'une époque révolue. Ce ne sont pas des machines. Le journal commença. Ce sont les vaisseaux des hommes qui ont volé avec elles. Ce sont les porteurs de rêves et les témoins de sacrifices. J'ai vu ce que le monde leur a fait après la guerre en 1946. J'ai vu 1000 forteresses volantes fondre pour de la ferraille d'aluminium. J'ai vu des héros se faire vider pour faire des casseroles. J'ai juré que je ne le laisserais pas se reproduire. Nolan ressentit une étrange et froide reconnaissance. Lui aussi avait vu des choses de valeur être traitées comme des objets jetables. Il tourna la page. Les années 70 apportèrent un nouveau genre d'avare.
Non pas le ferrailleur, mais les collectionneurs, des hommes aux poches sans fond, qui ne voyaient pas ces avions comme de l'histoire, mais comme des trophées. Ils les achetaient, les enfermaient dans des hangars privés et ne les laissaient jamais voir le soleil. Ils les peignaient de couleurs criardes et inexactes et les faisaient voler une fois par an lors de meetings aériens, comme des animaux de cirque. Ils prenaient les âmes de ces magnifiques bêtes une par une. La respiration de Nolan devint superficielle. Il connaissait ce genre d'hommes, même s'il ne les avait jamais rencontrés. Il les avait vus dans des magazines souriants depuis les cockpits d'avions qui auraient dû être dans des musées. Il continua à lire. Hawthorne décrivit avec des détails affectueux et douloureux le sauvetage de chaque avion. Il avait dépensé toute sa retraite militaire, son héritage et 40 ans de sa vie à faire passer en contrebande ces morceaux d'histoire à Silver Creek. Il avait construit cette tombe climatisée non pas pour les conserver, mais pour les protéger. Puis Nolan trouva la dernière entrée qui était manuscrite, c'était chancelant avec les années. Mais l'intention était aussi claire que l'acier. La collection est complète. Les hangars est scellé. Mon temps est court, je ne sais pas qui trouvera ceci, peut-être personne, peut-être un fonctionnaire du gouvernement, ou un banquier, ou un parent éloigné qui ne verra que le numéro dans le grand livre, mais peut-être que ce sera quelqu'un qui comprendra. Je ne les ai pas cachés parce que je suis avide. Je les ai cachés pour protéger les âmes de ces machines de l'avidité. Elles ne sont pas pour un homme, elles sont pour tous. Si vous lisez ceci, si vous êtes celui qui a trouvé l'œuvre de ma vie, je ne demande qu'une chose faite. Ce qui est juste l'entrée du journal n'était pas signée, mais elle n'avait pas besoin de l'être. C'était un testament, un passage de flambeau. Nolan ferma le livre. Le silence dans le hangar était absolu. Ce n'était plus un tombeau. C'était un sanctuaire et il était son nouveau gardien ignorant. Il se pencha en arrière dans la chaise, le poids de la découverte retomba sur lui comme un linceul physique. « Faites ce qui est juste », répéta-t-il doucement. Qu'est-ce que cela signifiait? De toute façon, il pensa au monde au-dessus de l'atelier froid, le toit qui fuyait de son vieux camion avec sa transmission défectueuse. Il pensa à son compte en banque de la maigre retraite qui couvrait à peine ses dépenses, 100 millions de dollars, valeur assurée. Estimé, final, 100 000 millions de dollars, le chiffre sur la page semblait trembler dans le faisceau de la lampe de poche de Nolan. 100 000 millions de dollars, c'était un chiffre si grand qu'il était dénué de sens, une abstraction de zéro que son esprit habitué à calculer le coût de la nourriture pour chiens et de l'essence ne pouvait pas se traiter. Il était assis figé dans la chaise en acier du colonel. Le froid du métal s'infiltrait à travers son jean et sa chemise en flanelle rouge et bleue. Zeus, sentant la paralysie de son maître, pressa sa lourde tête fermement sur le genou de Nolan. Le simple poids chaud était une encre, c'est juste un chiffre. Nolan murmura sa voix rauque, son regard glissa du grand livre. L'inventaire froid et dur vers le seul autre objet sur le bureau, c'était un autre livre plus petit et relié non pas en cuir neuf, mais une vieille étoile craquelée qui semblait avoir traversé une guerre. C'était un carnet de bord. Il tendit la main, ses doigts gantés laissèrent des traces propres dans la poussière et j'ai ouvert la couverture. La première page n'était pas un inventaire, mais un manifeste. L'encre était d'un bleu profond et fané. L'écriture était une écriture cursive élégante et forte d'une époque révolue. Ce ne sont pas des machines. Le journal commença. Ce sont les vaisseaux des hommes qui ont volé avec elles. Ce sont les porteurs de rêves et les témoins de sacrifices. J'ai vu ce que le monde leur a fait après la guerre en 1946. J'ai vu 1000 forteresses volantes fondre pour de la ferraille d'aluminium. J'ai vu des héros se faire vider pour faire des casseroles. J'ai juré que je ne le laisserais pas se reproduire. Nolan ressentit une étrange, froide reconnaissance. Lui aussi avait vu des choses de valeur être traitées comme des objets jetables. Il tourna la page. Les années 70 apportèrent un nouveau genre d'avare, non pas le ferrailleur, mais les collectionneurs, des hommes aux poches sans fond, qui ne voyaient pas ces avions comme de l'histoire, mais comme des trophées. Ils les achetaient, les enfermaient dans des hangars privés et ne les laissaient jamais voir le soleil.
Il les peignait de couleurs criardes et inexactes et les faisait voler une fois par an lors de meetings aériens, comme des animaux de cirque. Il prenait les âmes de ces magnifiques bêtes une par une. La respiration de Nolan devint superficielle. Il connaissait ce genre d'hommes, bien qu'il ne les ait jamais rencontrés. Il les avait vus dans des magazines souriants depuis des cockpits d'avions qui auraient dû être dans des musées. Il continua à lire. Hawthorne décrivit avec des détails affectueux et douloureux le sauvetage de chaque avion. Il avait dépensé toute sa retraite militaire. Son héritage et 40 ans de sa vie qu'il avait passé à faire passer clandestinement ses pièces d'histoire à Silver Creek, il avait construit cette tombe climatisée, non pas pour les conserver, mais pour les protéger. Puis Nolan trouva la dernière entrée qui était manuscrite. Elle était chancelante avec les années. Mais l'intention était aussi claire que l'acier. La collection est complète. Le hangar est scellé. Mon temps est court. Je ne sais pas qui trouvera ceci. Peut-être personne, peut-être un fonctionnaire du gouvernement ou un banquier ou un parent éloigné qui ne verra que le numéro dans le grand livre. Mais peut-être que ce sera quelqu'un qui comprendra. Je ne les ai pas cachés parce que je suis avide. Je les ai cachés pour protéger les âmes de ces machines de l'avidité. Elles ne sont pas pour un homme, elles sont pour tous. Si vous lisez ceci, si vous êtes celui qui a trouvé l'œuvre de ma vie, je ne demande qu'une chose faite. Ce qui est juste, l'entrée du journal n'était pas signée, mais elle n'avait pas besoin de l'être. C'était un testament, un passage de flambeau. Nolan ferma le livre. Le silence dans le hangar était absolu. Ce n'était plus une tombe, c'était un sanctuaire et il était son nouveau gardien. Ignorant, il se pencha en arrière dans la chaise, le poids de la découverte retomba sur lui comme un linceul physique. « Fais ce qui est juste », répéta-t-il doucement. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Il pensa au monde au-dessus de l'atelier froid, le toit qui fuyait son vieux camion avec sa transmission défectueuse. Il pensa à son compte en banque de la maigre retraite qui couvrait à peine ses dépenses, 100 millions de dollars. Avec 1% de cela, il pouvait acheter une petite maison chaude, une vraie maison avec isolation et un chauffage qui fonctionnait. Il pouvait obtenir un nouveau camion. Il pouvait acheter la meilleure nourriture pour Zeus, lui acheter un bon lit orthopédique pour ses hanches vieillissantes. Il pouvait vivre le reste de sa vie sans l'anxiété quotidienne rongeante de la pauvreté. Il pourrait enfin être en sécurité. Il pourrait en vendre un seul. Il regarda le Mustang bâché. Cet avion seul valait des millions. Il pourrait le vendre à un collectionneur privé en Europe ou au Moyen-Orient. Il serait parti, personne à Silver Creek ne le saurait jamais. Monsieur Preston était vieux, il serait bientôt parti. Le colonel Hawthorne était déjà parti qui ferait du mal. Nolan se leva sa chaise raclant sur le béton. Le bruit fit sursauter Zeus. Il marchait de long en large sur le sol devant le bureau. Ses pensées étaient en guerre. Il était venu ici pour être seul, pour échapper à un monde qui n'avait plus de sens. Et à la place, il était tombé dans une situation qui exigeait plus de lui que tout ce qui s'était passé depuis des années. Ce n'était pas un trésor, c'était un fardeau. Il me demande de faire ce qui est juste. Nolan dit à Zeus, ayant besoin d'entendre sa propre voix, quelle question horrible à poser à un homme. Il voyait l'ironie. Hawthorne, un homme riche, et avec des principes, avait dépensé sa fortune à protéger ses reliques du monde, et lui, Nolan, un homme sans rien, était le premier à les trouver, et sa première pensée était de vendre. Il serait exactement le genre d'homme que le colonel méprisait. Il marcha vers le Spitfire et tira à nouveau la bâche. Il passa sa main nue sur le métal froid du fuselage, sentant les rivets encastrés. Il pensa aux jeunes hommes de vrais enfants qui avaient piloté cet avion au combat. Il pensa à la terreur et à la bravoure que cette machine avait connue. Hawthorne avait raison. Elle avait une âme. Il veut un musée. Nolan murmura. Il veut que les gens les voient. Il rit un son bref et amer qui mourut immédiatement dans l'immense espace, un musée ici à Silver Creek. Une ville de 50 habitants et sans économie qui le dirigerait, qui le financerait. Lui était un soldat brisé qui pouvait à peine supporter d'être dans une épicerie. L'ampleur de la demande du colonel était aussi folle que la collection elle-même.
Il resserra le col de sa veste en cuir marron. Le froid dans le hangar était profond, un froid qui semblait venir du métal lui-même. Il était piégé, pris entre une fortune qu'il ne pouvait pas moralement supporter et une responsabilité qu'il ne pouvait pas remplir. « Partons d'ici, Zit, dit-il d'une voix lourde. Une voix lourde. Je ne peux pas réfléchir ici. Il alluma la lampe de poche et retourna vers la ligne verticale faible de l'escalier en colimaçon. Zeus marchait à côté de lui, la tête baissée, sentant la profonde agitation de son maître. Nolan posa son pied sur la première marche pour monter. Il n'était plus seulement un homme fuyant son passé. Il était un homme qui venait d'hériter un fantôme de 100 millions de dollars qui lui demandait une faveur impossible. Nolan ne retourna pas au hangar pendant 2 jours. Il scella la porte cachée dans le sol, remit le couvercle de drain en fer et remit de la terre et des débris dans la fosse peu profonde, faisant disparaître la roue rouge. Il ne mura cependant pas la cheminée, il ne pouvait pas. Il essaya de retourner au travail, au simple travail physique de réparation de l'atelier, mais la connaissance de ce qui se trouvait sous ses pieds changea tout. C'était un secret de 100 millions de dollars qui bourdonnait sous le béton, une présence silencieuse, moqueuse. Chaque coup de son marteau, chaque morceau d'isolation qu'il fixait se sentait absurde. Il était un milliardaire qui, dans un hangar glacial, vivait, et il était encore fauché à la 3e nuit. Le temps changea le vent qui, d'abord un constant, triste sifflement, était devint une méchante créature vivante. Il attaqua l'atelier, trouva chaque petit trou que Nolan avait manqué, criant à travers les coutures métalliques. Un sérieux front froid était descendu de l'Arctique et plongea Silver Creek dans un profond, dangereux gel. Nolan et Zeus étaient recroquevillés dans le petit bureau. Un petit radiateur électrique brillait rouge cerise, mais ne fit presque rien contre le froid. Pénétrant. Nolan portait sa veste en cuir marron, même à l'intérieur pouvait. Il voit sa respiration. Il vérifia les joints de la fenêtre quand un son entendit depuis le lit. Ce n'était pas un grognement ou un aboiement. C'était un aigu, haletant son, un gémissement de soudaine, intense douleur. Nolan se retourna. Zeus tenta sur le lit de se tenir, mais ses pattes arrière ne coopéraient pas. Il lutta ses pattes avant-grattèrent, mais ses hanches semblaient gelées. Il gémit à nouveau un aigu désespéré. Son qui le cœur de Nolan fit tourner. Qu'y a-t-il, garçon? Qu'est-ce qui ne va pas? Nolan alla vers lui et posa ses mains sur les flancs du chien. Zeus trembla violemment, ses muscles tendus. « Ce sont tes hanches, n'est-ce pas? » Nolan murmura le froid. Extrême était dans les vieilles articulations du chien infiltré, déclenchant la dysplasie légère qu'il avait toujours suggérée. Cette fois, ce n'était pas léger. « OK. Garçon, nous allons chez le vétérinaire. » Nolan souleva le chien pesant 40 kilos dans ses bras. Zeus cria un aigu son de douleur qui Nolan fit reculer. « Je sais, Zed, je t'ai. » Il porta son ami par le vent, hurlant vers le vieux pick-up. Chevy, le moteur gémit protestant, tourna plusieurs fois avant qu'il finalement, tremblant, ne démarre le trajet vers la ville suivante où le plus proche vétérinaire pratiquait, furent les plus longues 20 minutes de la vie de Nolan, docteur. Emily Thorne était une jeune femme avec des yeux gentils et des mains compétentes. Sans chichi, et Nolan portèrent Zeus à l'intérieur. Ce sont ses hanches. Nolan dit sa voix tendue avec calme forcé. Il a la dysplasie, mais jamais si mal le front froid et brutal pour les articulations gériatriques. Dr. Thorne dit que ses mains, habilement les hanches du chien, examinèrent. Zeus était sur la table d'acier à haleter de douleur pour protester. Faisons quelques radiographies. 1 heure plus tard, elle revint dans la salle d'attente, son expression sombre. Nolan et radiographie confirment cela. C'est une grave dysplasie bilatérale de la hanche. La vague de froid a causé d'énormes inflammations. Soit franc, il a mal, que pouvons-nous faire? Nolan demanda avec peur de la réponse à long terme. Il a besoin d'une prothèse de hanche complète. C'est la seule façon de lui donner une vie sans douleur. Et à court terme, une forte dose d'anti-inflammatoires les plus forts que nous ayons.
Et une chirurgie, nous pouvons effectuer une procédure pour soulager la pression immédiate, mais ce n'est pas une solution permanente et ce n'est pas bon marché. L'estomac de Nolan se contracta. Combien Dr. Thorne a la fiche pour l'opération palliative et les 3 premiers mois de médicaments? Regarda, vous regardez presque 3 000 $. Nolan sentit le sang quitter son visage. 3 000 $. Il aurait aussi bien pu dire 3 millions. Il avait quelques centaines sur son compte courant, économisé de sa pension, assez pour nourriture, pour chien et d'essence. Pas pour cela. Je n'ai pas cela dit, l'admission avait le goût de cendre. Le regard professionnel du docteur Thorne s'adoucit. Je peux lui donner une puissante injection de stéroïdes pour ce soir. Cela soulagera la douleur un jour ou deux, mais c'est une mesure temporaire. Il a besoin de la procédure. Nolan sans elle n'eut pas à finir. Nolan paya l'injection avec sa carte de crédit, sachant qu'il ne pourrait pas payer la facture à la fin du mois. Il porta un Zeus lourdement sédaté de retour au camion. Le chien dormait déjà avant qu'il même la limite de la ville ne traverse enfin libre de douleur. Mais Nolan ne l'était pas. Il retourna à l'atelier glacial. Ses pensées étaient un champ de bataille. Il posa Zeus sur le lit de camp et le couvrit de toutes les couvertures qu'il possédait. Le chien perdu dans un sommeil chimique semblait paisible. Mais Nolan savait que c'était un mensonge qui en 48 heures finirait. Il avait une collection de 100 millions de dollars sous ses pieds et il ne pouvait pas se permettre de sauver son unique ami. L'injustice de cela l'étranglait, les mots du colonel. Fais maintenant ce qui est juste, se sentait comme une blague cruelle. Qu'est-ce qui était juste à faire quand son chien souffrait? Il marchait de long en large sur le sol. Le froid oubliait son corps, palpitant d'une désespérée énergie en colère. Il ne pouvait pas vendre un avion. C'était impossible. C'était trop grand, trop complexe, et prendrait des mois. Il avait maintenant besoin d'argent. Il stoppa son regard, tomba sur le sol à l'endroit où la porte cachée était le grand livre, le journal, le bureau. Il avait d'autres choses vues sur ce bureau, dans les caisses de petites choses, de choses précieuses. Il se rappela qu'il avait une caisse vue remplie d'équipements de vol, des vestes en cuir, des sacs et des journaux de bord, les notes personnelles, manuscrits de pilote, un journal de bord d'un célèbre as et un pilote, qui avec le Mustang ou le Spitfire volait. Cela vaudrait des milliers pour un collectionneur sur le marché noir. Petit portable et facile à vendre en ligne. Son cœur commença à battre, c'était du vol. C'était trahison de la confiance du colonel. Il regarda Zeus, le chien. La respiration était profonde, et même il était maintenant en sécurité. Mais le temps commença à presser. Je dois... Nolan murmura à la pièce vide. C'est pour lui, il prit sa lampe de poche et la barre à mine. Il révéla le mécanisme. Ses mains travaillèrent avec une vitesse frénétique coupable. Il ouvrit le clapet, tira le levier. La lourde porte claqua ouverte et révéla l'escalier en colimaçon noir. Il descendit, mais cette fois ce ne fut pas un miracle. L'air dans le hangar froid, lourd et condamnant se sentit. Il se précipita le long des esprits enveloppés de l'avion, sa lumière dirigée. Seulement quand il fut au sol, il atteignit le bureau. Il arracha le tiroir ouvert et trouva une pile de journaux de bord reliés en toile. Il prit le supérieur. La couverture était imprimée avec l'emblème de la 8e force aérienne. Sa main trembla si fort. Il pouvait à peine tenir la lampe de poche, c'était faux. Tout son corps savait que c'était faux. Il était un voleur, lui, qui les vautours et les collectionneurs avaient méprisé, en était devenu un. Il stoppa le livre dans sa chemise à carreaux sous sa veste en cuir. Cela se sentait comme un bloc de glace contre sa peau. Il se retourna et courut l'escalier. Ses bottes résonnèrent fort sur l'acier. Il apparut dans l'atelier. Sa respiration était rauque, son esprit criait. Il referma la porte, ses mouvements maladroits. Et en panique, il se tenait dans la lumière tamisée de l'atelier, le journal de bord volait un lourd poids dans sa chemise. Il ne tremblait pas du froid, mais de culpabilité. Zeus, il commença à dire. Se retournant vers le lit, Zeus était réveillé. L'injection de stéroïdes avait fonctionné et sa douleur assez soulagée pour bouger, mais il ne regarda pas ses hanches. Il regarda Nolan. Il avait le retour paniqué de son maître entendu.
Il vit le tremblement. Le vieux chien sentit la détresse profonde. La tempête de cortisol et de culpabilité roula de lui. Nolan commença à se traîner du lit. « Non, garçon, reste couché. » Nolan ordonna sa voix aiguë de peur. Zeus l'ignora. Il partit. Son visage se tordit quand sa mauvaise hanche son poids supporta, mais il trébucha sur le sol froid. Il n'aboya pas, il ne grogna pas. Il atteignit Nolan qui, figé sur place, se tenait et poussa sa lourde tête contre la cuisse de son maître. La main gauche de Nolan était serrée en un point à son côté. Sa main droite était contre sa poitrine pressée, tandis qu'il le livre volé. Tenez, c'était cette main, la main tremblante coupable sur laquelle Zeus se concentra. Le chien poussa la main avec son nez froid et humide, puis il lécha très doucement les doigts tremblants de Nolan. C'était un acte de pure, simple loyauté, un acte de réconfort. Zeus ne savait pas ce que Nolan avait fait. Il savait seulement que son maître avait mal. Le simple contact chaud de la langue du chien sur sa peau brisa quelque chose en Nolan. Un terrible, sec sanglot se déchira de sa poitrine. Il s'effondra sur ses genoux et tira le journal de bord de sa chemise comme s'il était en feu. Il le tint en l'air. « Je le vendrai. » Z, il avala des larmes qui sa vue brouillait. « Je le vendrai pour réparer ta hanche. » Zeus lécha à nouveau sa main. Il ne vit pas de crime. Il ne vit que son humain. Nolan regarda l'artefact inestimable dans sa main, puis l'animal fidèle à son côté. Il vit l'absolue, inconditionnelle confiance dans les yeux du chien. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas utiliser le produit d'un vol, une trahison de la confiance d'un homme mort pour sauver son plus pur ami. Il ne pouvait pas souiller Zeus avec cet argent. « Je ne peux pas. » Nolan murmura, tandis qu'il ses bras autour du cou épais du chien passa. « Je suis désolé, garçon. Je trouverai un autre moyen. Je te promets que je trouverai un autre moyen. » Il tint son ami dans l'obscurité glaciale. Un homme qui venait de refuser une fortune, il était au plus bas. Il n'avait pas d'argent, pas de plan, et son meilleur ami était malade. Mais pour la première fois depuis qu'il le trésor avait trouvé sa conscience était pure. Nolan descendit l'escalier en colimaçon pour la dernière fois, mais ses pas n'étaient plus frénétiques. Ils étaient lourds, pensifs et silencieux. Le rayon de sa lampe de poche coupa à travers l'obscurité silencieuse du hangar souterrain et atterrit sur le bureau en acier où l'héritage du colonel Hawthorne reposait. Il sortit le journal de bord relié en cuir de sa veste. Il était encore chaud de sa chaleur corporelle, avec une main tremblante. Il le plaça de retour dans la caisse ouverte et le déposa exactement là où il avait reposé pendant des décennies. « Je suis désolé, colonel Nolan, » murmura. À l'air vide, j'avais presque perdu mon chemin. Il referma la caisse. La tentation était partie remplacée par une froide, dure réalité. Il avait choisi son intégrité plutôt que l'argent facile. Mais l'intégrité ne paierait pas une opération de la hanche. Il devait trouver un autre moyen. Et il savait exactement comment c'était la seule option restante. La seule chose précieuse qu'il possédait dans le monde qui était vraiment à lui à vendre. Il monta l'escalier et scella le coffre-fort. Il écarta la terre de retour sur le mécanisme qui la roue. Rouge cachait peut-être pour toujours le soleil. Commençait juste à se lever au-dessus des montagnes quand